Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour bien comprendre le sujet d'aujourd'hui, il faut se replonger à la fin de la guerre froide. Imaginez un peu l'ambiance. Un immense espoir souffle sur toute l'Europe. L'idée, le grand rêve, c'est de construire une union politique et économique vraiment stable, un pôle de paix et de prospérité. Mais voilà, aujourd'hui on le sent bien, ce projet ambitieux se heurte à une réalité beaucoup plus complexe, une réalité faite de doutes et de crises à répétition. C'est la question centrale qui va nous guider. Analyser cette trajectoire, c'est en fait décrypter les tensions qui traversent notre continent, et c'est une problématique absolument parfaite pour s'entraîner au bac, parce qu'elle exige de la nuance et un raisonnement construit sur le temps long. Pour y répondre, on va suivre un plan en 5 temps. D'abord, on verra l'optimisme des débuts, puis la double ambition, à la fois se renforcer et s'agrandir. Ensuite, on analysera les crises, le choc du Brexit, bien sûr, et on terminera par un bilan. Rappelez-vous, un plan clair, c'est vraiment la base d'une copie réussie. Allez, on attaque! On se plonge dans le sujet. Nous sommes au tout début des années 90. Le mur de Berlin est tombé, le bloc de l'Est s'est effondré, un vent d'optimisme incroyable souffle sur l'Europe. Et du coup, la construction européenne va connaître une accélération fulgurante pour bâtir un nouvel ordre continental. Le moment clé de cette accélération, le vrai tournant, c'est le traité de Maastricht. Il est porté par l'incontournable couple franco-allemand, Mitterrand et Kohl. Attention, ce traité ne se contente pas de réformer la vieille communauté économique européenne, il la transforme en une véritable union politique. C'est la naissance de l'Union européenne. Notez bien cette date, elle est absolument fondamentale. Et ce changement de nature, il est crucial. Regardez bien ces 3 piliers. L'Europe n'est plus seulement une affaire économique. Avec Maastricht, on met en place une politique étrangère commune, une coopération judiciaire, policière, et surtout, on crée la citoyenneté européenne. C'est un véritable bond en avant vers plus d'intégration. Mais attention, il ne faut pas croire que cette ambition fait l'unanimité, loin de là. Dès le départ, Maastricht révèle une fracture idéologique qui est encore bien présente aujourd'hui. D'un côté, on a les fédéralistes, ceux qui rêvent d'une sorte d'États-Unis d'Europe, et de l'autre, les souverainistes qui défendent la primauté des nations. En France, par exemple, le oui au référendum de 1992 ne l'emporte que d'une toute petite tête. Ça montre bien que le débat était déjà vif. Passons maintenant à la deuxième phase de notre analyse. Dans les années 90 et 2000, l'Union européenne va poursuivre un double objectif. Rendre l'intégration plus forte entre ses membres, tout en ouvrant ses portes à de nouveaux pays. C'est ce qu'on appelle la fameuse dialectique de l'approfondissement et de l'élargissement. L'approfondissement, c'est simple, c'est l'idée de resserrer les liens. Les 2 exemples les plus concrets, les plus parlants, sont l'euro, notre monnaie unique qu'on utilise depuis 2002, et l'espace Schengen qui nous permet de voyager sans montrer notre passeport. Ce sont des réalisations très concrètes qui ont vraiment changé notre quotidien. Et en même temps, on a l'élargissement. Après 1989, il y a une volonté politique très forte de réunifier le continent, d'intégrer les anciennes démocraties populaires d'Europe de l'Est. L'idée, c'est de consolider la paix, la démocratie. C'est donc un objectif qui est autant géopolitique qu'économique. Et cet élargissement, il atteint son apogée en 2004. 10 nouveaux pays rejoignent l'Union. D'un seul coup, vous imaginez, on passe de 15 à 25 membres. C'est un moment historique, bien sûr, la grande réunification symbolique de l'Europe. Mais c'est aussi un défi immense. Comment faire fonctionner des institutions à 25 ? Mais voilà, après cette phase de l'expansion très optimiste, le projet européen va entrer dans une zone de forte, très forte turbulence. À partir des années 2000, les crises vont se succéder et mettre à rude épreuve la solidité de l'Union. Le premier grand choc, il est politique. En 2005, le projet de constitution européenne est rejeté par référendum, en France puis aux Pays-Bas. C'est un coup d'arrêt brutal, un vrai non. Et ça révèle quelque chose de très profond, un fossé qui se creuse entre les institutions européennes et une partie des citoyens qui ne s'y reconnaissent plus. 3 ans plus tard, la crise est économique. La crise financière mondiale de 2008 frappe de plein fouet la zone euro. C'est la fameuse crise des dettes souveraines. Des pays comme la Grèce sont au bord de la faillite. Pour sauver l'euro, l'Union va imposer des politiques d'austérité très très dures. Et le résultat, c'est que de profondes fractures sociales et politiques apparaissent entre le nord et le sud de l'Europe. Et la conséquence logique de ces crises successives, économiques puis migratoires à partir de 2015, c'est la montée d'un sentiment de défiance. Les partis qu'on appelle eurosceptiques, ceux qui critiquent l'UE et qui veulent un retour à la souveraineté nationale, ils gagnent du terrain, partout en Europe. Cette montée des tensions, de l'euroscepticisme, va finalement aboutir à un événement sans précédent, un véritable séisme politique, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. La campagne du référendum de 2016 au Royaume-Uni a été d'une violence assez rare. Ce slogan illustre parfaitement la rhétorique très souverainiste du camp du Leave de la sortie. L'Union européenne est dépeinte comme une force oppressive, une dictature qui confisquerait la liberté du peuple britannique. C'est très fort comme image. Et pourtant, une fois le vote acté,
le discours officiel britannique devient tout de suite beaucoup plus nuancé. Cette citation de Theresa May montre bien toute l'ambiguïté de la position du Royaume-Uni. D'un côté, vouloir se séparer politiquement, mais de l'autre, chercher à maintenir des liens très étroits avec le continent. C'est une équation qui s'est révélée très compliquée à résoudre. Pour bien comprendre le Brexit, il faut voir qu'il ne sort pas de nulle part. Il plonge ses racines dans l'histoire longue du Royaume-Uni. Contrairement à la France ou à l'Allemagne, le pays n'a pas connu le traumatisme de l'occupation. Du coup, la confiance dans ses propres institutions, comme le Parlement de Westminster, est restée extrêmement forte. C'est ce qui rend l'idée de déléguer de la souveraineté à Bruxelles beaucoup plus difficile à accepter pour de nombreux Britanniques. Alors, où en est-on aujourd'hui? Où en est l'Union européenne après ce choc et des décennies de construction? C'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie, en dressant un bilan équilibré, ce qui est essentiel pour la conclusion d'une composition au bac. Le bilan, il est donc très contrasté. D'un côté, on a des réussites indéniables. L'UE est une puissance commerciale mondiale, elle a garanti la paix sur le continent, et des programmes comme Erasmus ont tissé des liens incroyables entre des millions de jeunes. Mais de l'autre, les faiblesses sont tout aussi évidentes, de profondes divisions politiques, ce sentiment d'un déficit démocratique et une vraie difficulté à parler d'une seule voix face aux crises mondiales. Et remarquez bien une chose, la méthode qu'on vient d'appliquer ensemble, c'est exactement celle que vous devez maîtriser pour le bac. Pour réussir l'épreuve, la démarche est toujours la même. 1. On problématise. 2. On construit un plan logique. 3. On argumente avec des exemples précis. Et 4. On conclut de manière nuancée. C'est précisément ces structures qu'on a suivies. On termine donc avec cette question ouverte, une question qui est essentielle pour votre réflexion. L'histoire du projet européen, c'est celle d'une construction permanente, faite d'avancées et de crises. Alors, le Brexit marque-t-il le début du déclin ou au contraire, est-ce l'électrochoc qui permettra à l'Union de se réinventer? C'est le grand enjeu des années à venir et c'est une ouverture parfaite pour une conclusion au bac. Merci beaucoup pour votre attention et bonne révision.